Ce vendredi, une frappe aérienne israélienne a touché les banlieues de Beyrouth, envoyant une colonne de fumée dans le ciel. En parallèle, Téhéran a subi sa pire attaque de la guerre, avec des résidents décrivant la scène comme l'enfer sur terre. Les attaques ont commencé tôt le matin, causant d'immenses explosions et forçant des évacuations au sud du Liban. En réponse aux critiques américaines, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a défendu le déploiement de sa flotte en Chypre, affirmant la solidarité de l'Espagne avec les pays de lieux touchés par le conflit. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a appelé à une enquête urgente sur l'attaque de l'école de Minab en Iran, où au moins 165 étudiantes ont été tuées. Voici mon point de vue, la situation au Liban et en Iran est une poudrière de tension, sans issue en vue. Israël poursuit ses frappes aériennes avec peu de considération pour le bilan civil, tandis que Téhéran brûle sous des attaques incessantes. L'ultimatum du président Trump, pas d'accord sans reddition inconditionnelle, sans plus la vengeance que la diplomatie, renforçant ainsi le cycle de la violence. La décision de l'Espagne de déployer une frégate en Chypre, malgré les critiques américaines, met en lumière les dilemmes moraux de l'Alliance en temps de guerre. Pendant ce temps, l'appel des Nations Unies à enquêter sur le massacre de Minab est un rappel frappant que même en période de conflit, la responsabilité compte. Cette guerre n'est pas seulement entre nations, c'est une bataille pour l'humanité elle-même. Et alors que nous prêchons l'un ou l'autre camp, n'oublions pas dont les vies sont brisées dans le feu croisé. Il y a quelques jours, une attaque de drone a eu lieu sur une base militaire britannique près de Limassol, à Chypre, suscitant des inquiétudes quant à d'autres incidents liés à la guerre en Iran. En réponse, des discussions ont commencé à Chypre concernant une éventuelle adhésion à l'OTAN. Le président Nikos Christodoulidis a exprimé sa volonté de soumettre une demande immédiatement si possible, affirmant que le pays se prépare déjà au niveau militaire, opérationnel et administratif pour une alliance potentielle. Voici mon analyse, le virage rapide de Chypre vers l'adhésion à l'OTAN ne concerne pas uniquement la sécurité, c'est un mouvement politique calculé visant à se positionner comme un acteur clé dans la région. Les déclarations du président Christodoulidis reflètent une prise de conscience croissante de la vulnérabilité face aux tensions croissantes avec l'Iran et la Russie. Ce changement pourrait également envoyer un message à l'UE et à la Russie, modifiant potentiellement les dynamiques régionales. Bien que l'adhésion à l'OTAN offre une protection, il est clair que Chypre parie sur l'alignement avec les cadres de sécurité occidentaux pour assurer son avenir, une décision audacieuse et stratégique en ces temps incertains. À Leipzig, en Allemagne, une découverte tragique a secoué la ville. Un bébé garçon a été trouvé mort dans la boîte à bébés de la clinique Saint-Georges, un établissement controversé qui permet aux individus d'abandonner anonymement des nouveau-nés. Le porte-parole du bureau du procureur public de Leipzig a déclaré qu'il n'y avait aucune trace visible de violence externe, laissant planer le doute sur le fait que l'enfant soit né vivant. Il s'agit du premier cas d'un bébé décédé trouvé depuis l'introduction de la boîte en 2004. Au cours des 16 dernières années, environ 30 enfants ont été déposés dans la boîte, mais ce cas marque un tournant sombre. Voici mon analyse, la boîte à bébés de Leipzig fait l'objet depuis longtemps de débats, une solution dite compassionnelle qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Tandis que ses partisans soutiennent qu'elle sauve des vies en offrant une alternative à l'infanticide, les critiques mettent en garde contre la normalisation de l'acte d'abandonner des nouveau-nés et la dévalorisation de la vie. Cette dernière découverte remet en question les fondements même de ces boîtes, si elles sont vraiment destinées à sauver des vies, pourquoi cela n'est-il jamais arrivé auparavant? Le fait qu'un bébé mort ait été laissé dans la boîte, intentionnellement ou non, nous oblige à affronter des vérités inconfortables sur la nature humaine et la responsabilité sociétale. Kristi Noem, une figure controversée connue pour ses déclarations et actions provocatrices, a été démise de ses fonctions de chef du département de la sécurité intérieure par le président Donald Trump. Noem s'est fait connaître en tirant sur son chien, qu'elle a qualifié de sans valeur, et en se produisant devant des prisonniers salvadoriens tout en affichant une montre de luxe valorisant des dizaines de milliers de dollars. Elle a également provoqué l'indignation en affirmant qu'une personne innocente tuée par la patrouille frontalière à Minneapolis était un terroriste. Ses actions, ainsi que sa rhétorique divisive, ont conduit à son licenciement, annoncé aujourd'hui par Trump. Voici mon avis, le licenciement de Kristi Noem du DHS est une manœuvre calculée du président Trump pour se distancier d'une figure dont les frasques ont régulièrement nui à son image et à la crédibilité de son administration. Son affirmation selon laquelle une victime innocente de tir était un terroriste, associée à son comportement public bizarre, l'a rendu problématique. Cette décision envoie un message clair, même au sein du cercle intime de Trump, il y a des limites à ne pas franchir, même si ces limites ont été fixées par Trump lui-même. C'est un rappel cinglant que les apparences comptent, même dans les coins les plus radicaux de la politique. Un voyageur solitaire et passionné de cuisine partage son expérience lors d'un repas dans un bistrot parisien très apprécié, dirigé par un chef italien. Lors d'une visite en milieu de journée, l'auteur a été assis au bar animé, offrant une vue unique sur la cuisine et l'occasion d'interagir avec le personnel. Le chef a recommandé des ravioles du Dauphiné, une variante française des raviolis farcis à la crème fraîche et au fromage comté, originaire de la région de Grenoble. Contrairement aux raviolis italiens traditionnels, ceux-ci sont servis en un seul plat de fine pâte, seulement séparés à table. Voici mon avis, ce conte charmant capture l'essence de l'exploration culinaire, où la nourriture est aussi un festin pour les sens qu'une porte vers une compréhension culturelle. La passion de l'auteur pour la cuisine parisienne transparaît, mettant en lumière non seulement le repas lui-même mais aussi les histoires qui s'y cachent. La touche italienne du chef sur les raviolis est un rappel délicieux que même les plats familiers peuvent raconter de nouvelles histoires lorsqu'ils sont ancrés dans des traditions différentes. Manger seul, il s'avère, n'est pas seulement une question de solitude, c'est une question de savourer chaque saveur de l'identité culinaire d'une ville. Le ministre qatari de l'énergie, Saad Al-Kaabi, a mis en garde contre une possible hausse des prix du pétrole au-dessus de $150 le baril en raison du conflit en cours avec l'Iran, alors que les producteurs du Golfe pourraient arrêter leurs exportations. Entre-temps, l'Azerbaïdjan a mobilisé des troupes et de l'artillerie près de sa frontière avec l'Iran, suite à la décision du président Aliyev de retirer ses diplomates de Téhéran dans le cadre d'une enquête sur un incident impliquant un drone à Nakhitchevan. À Chypre, la clause de solidarité de l'UE n'a pas été déclenchée après les attaques de missiles iraniens. Au lieu de cela, les autorités chypriotes ont demandé une assistance bilatérale, avec la Grèce, la France et d'autres pays déployant un soutien militaire.
De plus, l'OMS a confirmé 13 attaques contre des installations médicales, suscitant des inquiétudes quant à l'accès à l'aide humanitaire. Voici mon analyse, les crises convergentes sur les marchés de l'énergie, les tensions géopolitiques et les défis humanitaires dessinent un tableau alarmant d'instabilité mondiale. L'avertissement du Qatar sur les prix du pétrole souligne comment les conflits régionaux peuvent avoir des répercussions sur les économies à travers le monde. Entre-temps, la concentration militaire de l'Azerbaïdjan près de l'Iran suggère une situation volatile qui pourrait encore s'aggraver. La réponse de l'UE à Chypre met en lumière la nature fragmentée de la sécurité collective, les États membres optant pour des mesures unilatérales plutôt que la solidarité. Et alors que l'OMS signale des attaques contre des installations médicales, c'est un rappel frappant qu'en période de conflit, même les soins de santé de base deviennent un luxe. Ces événements signalent collectivement un monde au bord du précipice, où les crises sont interconnectées et les solutions de plus en plus difficiles à trouver. Les prix du pétrole mondial ont bondi vendredi soir, avec le brut Brent dépassant pour la première fois depuis le 19 avril 2024 la barre des $90 le baril. Les données de négociation ont révélé que les contrats à terme de mai pour le brut Brent ont augmenté de 5,64% à $90,23 le baril à 16h51 temps MSK. Cette hausse significative reflète les inquiétudes persistantes concernant les perturbations de l'offre et les tensions géopolitiques dans des régions clés de production pétrolière. Voici mon analyse, la hausse soudaine des prix du pétrole est un signal clair que les marchés restent nerveux, poussés par la crainte de pénurie d'approvisionnement et d'escalade des conflits mondiaux. Bien que l'OPEP ait tenté de rassurer les consommateurs, la réalité est que le trading spéculatif et l'incertitude politique alimentent cette hausse. Il n'est pas fortuit que cela survienne alors que les principales économies luttent contre l'inflation et le ralentissement économique. La question qui se pose désormais, cette hausse des prix sera-t-elle éphémère ou un présage de plus grande volatilité à venir? Dans une mise à jour récente, les plateformes de médias sociaux ont introduit des mesures plus strictes contre les utilisateurs qui violent les directives de commentaires. Les comptes en infraction peuvent faire face à un blocage temporaire ou permanent, avec des durées allant de 12 heures à une période indéfinie. Les utilisateurs concernés par ces actions disposent d'une procédure de recours via un formulaire désigné s'ils souhaitent contester la décision. Cette initiative vise à améliorer la modération de contenu et à garantir un environnement en ligne plus sûr pour tous les utilisateurs. Voici mon avis, bien que les plateformes soient tenues d'appliquer les règles, le manque de transparence dans leur application peut générer de la frustration chez les utilisateurs. Les nouvelles mesures, bien qu'indispensables, risquent d'aliéner les communautés si elles ne sont pas accompagnées d'une communication claire et d'une application équitable. Il s'agit d'un équilibre délicat entre le maintien de l'ordre et le respect des droits des utilisateurs, espérons que ces directives réussiront à trouver cet équilibre efficacement. Dans une interview avec Vesti, Jalali Yes a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer les pays voisins et vise à maintenir de bonnes relations avec eux. Ils ont souligné l'importance de la coexistence pacifique avec leurs voisins tout en lançant un avertissement, les sites militaires américains dans la région seront pris pour cible si les tensions s'intensifient. La déclaration met en lumière un équilibre entre la rhétorique diplomatique et une action militaire potentielle. Voici mon analyse, les remarques de Jalali Yes constituent une maîtrise de la diplomatie calculée, ou est-ce le contraire? D'un côté, il prêche la paix avec les États voisins, se positionnant comme les gardiens de la stabilité régionale. De l'autre, il menace d'attaquer les sites militaires américains, un geste qui semble à la fois un avertissement et une manœuvre stratégique pour affirmer leur influence sans confrontation directe. C'est une fine ligne entre rhétorique et réalité, mais qui pourrait enflammer plus de tensions qu'elle ne prétend les apaiser. Dans une mise à jour de sa politique de commentaires, une plateforme en ligne majeure a annoncé de nouvelles mesures pour imposer la responsabilité des utilisateurs. Les utilisateurs qui violent les règles peuvent désormais faire face à un blocage temporaire ou permanent de leur compte. La période de blocage varie de 12 heures à 48 heures, ou peut être indéfinie dans les cas graves. Les utilisateurs concernés ont la possibilité de contester le blocage en soumettant un formulaire d'appel fourni par la plateforme. Cette initiative vise à lutter contre les comportements inappropriés et à maintenir un environnement en ligne plus sûr pour tous les utilisateurs. Voici mon analyse, cette dernière mise à jour met en lumière la tension croissante entre la liberté de l'utilisateur et la responsabilité de la plateforme. Bien que ces mesures soient nécessaires pour lutter contre les abus, elles soulèvent également des questions sur la transparence et l'équité dans leur application. La possibilité de faire appel est une étape positive, mais les plateformes doivent veiller à ce que leur politique soit appliquée de manière cohérente et non soumise à des décisions arbitraires. Trouver cet équilibre sera crucial pour maintenir la confiance des utilisateurs tout en préservant l'intégrité des espaces en ligne. La population immigrée en Espagne a connu une croissance significative ces dernières années, représentant désormais plus de 20% des résidents du pays. Une nouvelle analyse des données du CIS, Centre espagnol de recherche sociologique, met en lumière des tendances politiques distinctes chez les immigrants en fonction de leur pays d'origine. Les Vénézuéliens et les Cubains ont tendance à favoriser les partis de droite comme le PP et Vox, peut-être influencés par leurs expériences sous des régimes de gauche. À l'inverse, les Marocains et les Équatoriens soutiennent fortement les partis de gauche tels que le PSOE, Sumar et Podemos. Ces résultats soulignent la manière dont les contextes culturels et politiques façonnent le comportement électoral des immigrants en Espagne. Voici mon analyse, ces données posent des questions fascinantes sur l'identité et la politique. Il est ironique que les Vénézuéliens, qui ont fui les politiques socialistes de leur pays, soutiennent désormais les partis de droite espagnols, tandis que les Marocains penchent vers la gauche malgré le fait de vivre sous une monarchie. Cette fragmentation idéologique complique le récit de l'intégration des immigrants. Cela pourrait refléter non seulement un alignement politique mais aussi un rejet ou une adhésion à certaines valeurs liées à leurs origines. Pour la politique espagnole, cela pourrait signifier une base électorale de plus en plus fragmentée, rendant la construction de coalitions plus difficile que jamais. L'avenir s'annonce intéressant et imprévisible. À Dubaï, la touriste russe Anaka, qui a demandé l'anonymat, a fait face à un retard inattendu de 17 jours pour son vol retour vers Moscou en raison de la pandémie de Covid-19.
Actuellement bloquée à l'aéroport international de Dubaï, ANA a révélé qu'Emirates donne la priorité aux passagers ayant des forfaits touristiques pour le réaménagement des billets, laissant les voyageurs indépendants comme elle désavantagés. Voici mon avis, cette situation met en lumière la disparité croissante auquel font face les voyageurs solitaires pendant la pandémie. Alors que les compagnies aériennes se débattent pour gérer les horaires perturbés, ceux qui n'ont pas de forfait touristique sont laissés dans l'incertitude, oubliés par un système qui semble privilégier les groupes organisés aux aventuriers individuels. C'est un rappel brut de la façon dont l'industrie du voyage laisse de côté de nombreuses personnes qui ne correspondent pas au modèle des offres traditionnelles en forfait. Espérons que cela incite à repenser les politiques qui laissent des voyageurs seuls comme Anna bloqués et frustrés. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a réitéré l'engagement de son pays à négocier la paix avec Israël tout en soulignant la nécessité de protéger les infrastructures civiles contre les frappes aériennes. Il a mis en garde contre une catastrophe humanitaire imminente due au déplacement de milliers de citoyens libanais, en particulier dans le sud de Beyrouth, à la suite d'intenses attaques israéliennes. Dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères Youssef Wey a appelé l'Oman à utiliser son influence diplomatique pour empêcher une escalade supplémentaire. Le HCR a rapporté que plus de 100 000 personnes ont été forcées de se réfugier dans des abris collectifs, avec des chiffres en augmentation quotidienne. Salam a également interdit les activités militaires du Hezbollah, limitant le groupe à des rôles politiques après que des roquettes aient été lancées sur Haïfa. Voici mon analyse, le Liban est au bord d'une catastrophe humanitaire, pris entre les frappes aériennes israéliennes et ses propres luttes internes avec le Hezbollah, les dirigeants du pays se débattent pour éviter un conflit plus profond tout en appelant à l'aide internationale. Les avertissements de Salam sont alarmants, mais le monde écoutera-t-il ? La crise des déplacements met en lumière le coût humain de cette escalade, et le besoin d'une action urgente. En même temps, la défiance continue du Hezbollah soulève des questions quant à la stabilité du Liban et sa capacité à faire respecter ses propres lois. Cette situation est un microcosme de l'instabilité plus large de la région, et elle ne fait qu'empirer chaque jour. Dans une escalade significative, l'Iran a déclaré une nouvelle phase dans son conflit avec Israël, caractérisée par la ciblage de nouveaux types d'objectifs et le déploiement de matériel militaire avancé. Aujourd'hui, vendredi, l'Iran a signalé des attaques généralisées contre son infrastructure, affirmant avoir frappé Tel Aviv avec des missiles dans le cadre de l'opération Promesse 4. La garde révolutionnaire iranienne a confirmé l'utilisation de missiles QAM. Malgré les frappes américaines et israéliennes accrues sur ces installations, l'Iran affirme être prêt pour une guerre prolongée. Les observateurs remarquent une récente diminution de l'intensité des attaques de missiles iraniens vers Israël, que certains attribuent à des ajustements stratégiques ou à l'impact des frappes ennemies. Voici mon analyse, la dynamique évolutive de ce conflit met en lumière la ruse de l'Iran face aux sanctions et sa détermination à escalader malgré des défis importants. En déplaçant l'accent sur les drones et les missiles avancés, Téhéran signale un changement calculé vers une guerre plus stratégique et prolongée. Les frappes revendiquées contre Tel Aviv et les intérêts américains dans le Golfe augmentent les enjeux, défiant Israël et les États-Unis de répondre de manière décisive. Pendant ce temps, la diminution signalée des attaques de missiles pourrait être une pause tactique ou un signe du déclin des capacités de l'Iran. Alors que les deux parties se préparent pour une lutte plus longue, la région vacille au bord d'une nouvelle escalade, sans résolution claire en vue. Il ne s'agit pas simplement d'une confrontation militaire mais d'un jeu à haut risque d'endurance et d'ingéniosité stratégique. Igor Tudor, entraîneur intérimaire de Tottenham Hotspur, a exprimé sa déception après la défaite 3-1 de son équipe face à Crystal Palace en Premier League anglaise. Le match, disputé jeudi, a vu Palace s'imposer malgré l'avance précoce de Tottenham grâce à Dominique Solanke. Le jeu a tourné en faveur de Palace après la 38e minute lorsque Tottenham a été réduit à 10 hommes suite à un carton rouge pour le défenseur Mickey Van de Ven. Crystal Palace a capitalisé avec 3 buts avant la mi-temps, dont un doublé d'Ismail Assar et un but de Jens Strand Larsen. La défaite a rapproché Tottenham de la zone de relégation, les laissant en 16e position avec 29 points, un point devant Nottingham Forest et West Ham United. Tudor a reconnu l'impact du carton rouge mais a souligné sa conviction quant au potentiel et à la direction de l'équipe. Voici mon avis, ce match était un microcosme des difficultés de Tottenham cette saison, un moment où de mauvaises décisions et des occasions manquées ont aggravé une situation déjà difficile. Le carton rouge a été le catalyseur, mais ce n'était pas la cause principale. La question plus importante est de savoir si Igor Tudor, un entraîneur intérimaire, peut insuffler assez de confiance à un groupe qui semble dérive. Avec des joueurs clés absents et des faiblesses défensives exposées, la lutte de Tottenham contre la relégation n'est pas terminée. Alors que Tudor parle de confiance en soi et de développement, la réalité est la suivante, si Tottenham ne commence pas à performer, et rapidement, il pourrait être confronté à un retour indésirable en Championship. L'horloge tourne, et la pression est intense. Venue Williams, âgée de 45 ans, est retournée au tournoi d'Indian Wells où elle avait fait ses débuts il y a 30 ans. Malgré une performance énergique et un fort soutien du public, elle a perdu son match du premier tour contre la qualifiée française Diane Parme avec des scores de 3-6, 6-7, 4, 6-1. Williams a exprimé son enthousiasme à jouer pour ses fans mais a reconnu les conditions difficiles, y compris les forts vents, qui ont affecté son jeu. Elle reste sans victoire en 5 matchs cette année et participe au double en tant que wildcard. Son historique à Indian Wells inclut un boycott en 2001 dû au chant raciste, avant de retourner en 2016. Voici mon avis, Venue Williams continue d'inspirer par sa résilience, malgré la défaite. À 45 ans, elle incarne la détermination, continuant à enthousiasmer les fans et réfléchissant sur les défis passés. Les conditions étaient rudes, mais son focus reste sur la lutte à venir. Le potentiel retour de Serena ajoute une intrigue, gardant ainsi l'héritage des sœurs Williams vivant dans le tennis. Les marchés émergents font face à une volatilité significative dans le contexte de tensions accrues entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Une vague d'exodus de capitaux des actifs à haut risque a provoqué des perturbations importantes sur ces marchés depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Si certains investisseurs restent optimistes quant à un éventuel rebond, soutenus par des fondamentaux économiques solides et une dynamique géopolitique changeante, d'autres sont plus prudents.
Les récentes frappes américaines et israéliennes en Iran ont entraîné les pires pertes hebdomadaires pour les devises, actions et obligations des marchés émergents depuis la pandémie de Covid-19. Des banques majeures comme JP Morgan et Citibank ont abaissé leur appétit pour le risque envers ces marchés, citant une incertitude accrue. Voici mon analyse. Le drame en cours sur les marchés mondiaux est un rappel brutal de la façon dont la géopolitique peut rapidement défaire même les récits économiques les plus prometteurs. Les frappes américaines et israéliennes en Iran ont secoué les marchés émergents, exposant leur vulnérabilité mais révélant également leur force croissante. Ces marchés ne sont plus simplement des victimes du circonstance, ils prouvent leur capacité à affronter les tempêtes, s'ils en ont l'occasion. Le fait que les investisseurs parient toujours sur un rebond malgré le chaos témoigne de la résilience sous-jacente de ces économies. Mais ne nous faisons pas d'illusions, c'est un jeu dangereux du chat et de la souris, avec des tensions géopolitiques et des prix du pétrole en tant que variables imprévisibles. Le 3 mars, le membre du Congrès national du peuple, Wang Jinshu, a souligné l'importance de préserver les magasins physiques à l'ère de la croissance rapide de l'économie des plateformes. Il a mis en évidence que ces magasins offrent une confiance communautaire essentielle, de la chaleur et des opportunités d'emploi, contrairement aux chiffres flamboyants souvent associés aux transactions en ligne. Bien que des défis tels que les coûts de location élevés et la digitalisation tardive contribuent à leurs difficultés, les magasins physiques peuvent coexister avec les plateformes en ligne en tirant parti de leurs forces uniques comme l'accessibilité et les expériences authentiques. Les politiques et les initiatives des plateformes devraient soutenir leur transformation numérique, garantissant qu'ils restent vitaux dans le paysage commercial en évolution. Voici mon point de vue, les remarques de Wang Jinshu résonnent à une époque de hypernumérisation. Alors que les plateformes en ligne vendent des chiffres de transactions astronomiques, la fermeture discrète des magasins de quartier témoigne d'une perte non seulement de chiffres mais aussi de liens humains et de stabilité économique. La clé n'est pas d'opposer le numérique au physique mais de les tisser ensemble dans un écosystème symbiotique. Les magasins physiques détiennent la chaleur que les algorithmes ne peuvent jamais reproduire, tandis que les outils numériques peuvent améliorer leur efficacité et leur portée. L'avenir réside dans l'intégration, où la commodité rencontre la communauté, et l'innovation souffle une nouvelle vie dans la tradition. N'oublions pas, la véritable mesure du progrès est qu'il éclaire, non seulement les écrans mais aussi les vies. Le 6 mars, une étape importante a été franchie avec la production de faisceaux par la source de neutrons par éclatement chinois, CSNS, à Dongguan sur sa ligne de développement technologique en neutrons. Cette réussite, intégrée dans la phase 2 de construction depuis 2024, marque la première phase opérationnelle de cette infrastructure nationale majeure. La CSNS est cruciale pour la recherche sur les matériaux et ses capacités soutiendront les progrès des instruments scientifiques de pointe. Voici mon analyse. Les réalisations chinoises à la CSNS soulignent leur engagement croissant envers la leadership dans la science des neutrons, rivalisant avec leurs homologues mondiaux comme les États-Unis et l'Europe. Cette réussite ne fait pas seulement avancer la recherche sur les matériaux mais positionne également la Chine pour stimuler l'innovation à travers tous les secteurs grâce à des outils scientifiques améliorés. Les implications sont vastes, allant des avancées technologiques aux impacts économiques, consolidant le rôle de la Chine en tant que pionnière dans ce domaine. À l'approche de la session annuelle du Congrès national du peuple en 2026, le monde est curieux quant à la voie de modernisation de la Chine. Grâce à une planification scientifique et à la mise en œuvre continue des plans quinquennaux, la Chine a réalisé une croissance économique rapide et une stabilité sociale à long terme. La philosophie du développement centré sur le peuple, l'esprit de réforme et d'innovation ainsi qu'une attitude ouverte et inclusive sont les facteurs clés qui ont propulsé la modernisation chinoise. Le produit intérieur brut de la Chine est passé de 110 millions de milliards à 140 millions de milliards, devenant un moteur important de la croissance économique mondiale. L'expérience de gouvernance chinoise, telle que le plan quinquennal et la démocratie participative tout au long du processus, a été reconnue par la communauté internationale. Grâce à des initiatives telles que la Belt and Road, la Chine n'a pas seulement assuré son propre développement, mais a également offert d'importantes opportunités au monde entier. La voie de modernisation chinoise est remarquable en raison de sa stabilité et de sa vision à long terme rare. Alors que l'économie mondiale est morose, la Chine conserve une détermination stratégique, grâce à des décennies de planification. Les plans quinquennaux ne sont pas seulement des discours, mais combinent parfaitement les visions à long terme avec la capacité d'exécution. Plus encore, la Chine n'a jamais oublié le peuple dans sa quête de développement. Des politiques allant de l'éducation à la sécurité sociale, de la santé en Chine à une prestation de services publics égalitaire, chacune cible des points sensibles du quotidien. Cette philosophie de développement centrée sur le peuple, combinée à la préservation des valeurs traditionnelles, a permis à la Chine de trouver un point d'équilibre parfait entre modernité et culture traditionnelle. On peut dire que la modernisation chinoise n'est pas seulement un miracle économique, mais aussi une pratique culturelle de renouvellement et de gouvernance sociale immense. Dans un épisode récent du podcast Astérisque et le podcast de Passion en Sevilla Astérisque d'ABC de Sevilla, le journaliste Mario Daza a animé une discussion avec 4 costalais, porteurs de processus, expérimentés des Hermandades de Séville, parmi lesquels Jesus Barco, Fed Barrero, Antonio Pulido et Antonio Asencio. Le podcast a exploré l'état actuel des cofradias, abordant des sujets tels que la tendance à porter des costales, poteaux en bois, les défis liés à l'adhésion à plusieurs hermandades, les exigences physiques pour les costalais et les inquiétudes quant à la perte des générations plus jeunes en raison du manque de succession au sein des équipes de costalais. Cet épisode, faisant partie des réflexions sur la Semaine Sainte 2026, met en lumière les débats en cours parmi les cofrades en vue des célébrations de cette année. Tous les épisodes sont disponibles sur les principales plateformes audio telles que Spotify et Apple Podcast. Voici mon analyse, cet épisode de podcast offre un aperçu fascinant du monde des cofradias de Séville, où la tradition rencontre les défis modernes. La passion des costalés pour leur art est évidente, mais leurs préoccupations concernant la succession et l'inclusion sont remarquablement pertinentes. Bien que porter un costal reste une tradition aimée, il est clair que les fraternités doivent s'adapter pour conserver les membres plus jeunes. Que ce soit en levant les barrières pour rejoindre plusieurs hermandades ou en répondant aux exigences physiques, ces cofrades luttent pour trouver un équilibre délicat entre la préservation du patrimoine et l'évolution pour les générations futures. À l'approche de la Semaine Sainte, leur discussion nous rappelle que la passion à Séville ne se limite pas à la dévotion, elle concerne également la résilience et l'innovation.
Le vendredi 6 mars, Wild Valley diffusera son épisode 369 intitulé La Promesse, marquant un autre épisode palpitant dans cette série populaire se déroulant à l'époque. José Luis fait face à des défis croissants, ayant pour cible Damaso, avec la complicité de Victoria et Mercedes, tandis qu'un nouvel ennemi apparaît en la personne d'Enriqueta. L'ancien duc de la vallée cherche à chasser José Luis du palais, le laissant isolé et vulnérable. Pendant ce temps, Pepa ment à Mercedes au sujet de l'absence de Luisa, et Damaso poursuit ses menaces contre José Luis. Cet épisode promet un drame intense alors que les conflits entre les personnages s'intensifient. Voici mon avis, l'épisode de Wild Valley de ce vendredi s'annonce comme une véritable leçon de intrigue politique et de trahison personnelle. José Luis se retrouve entouré d'ennemis de tous les côtés, Damaso, Victoria, Mercedes, et maintenant Enriqueta. C'est presque comme un drame de cour espagnol dans la vie réelle, où chacun a son propre agenda et où personne ne peut être cru. Le fait que Pepa mente pour couvrir Luisa ajoute une couche supplémentaire de tromperie, montrant à quel point les relations au sein de ce palais sont devenues toxiques. José Luis est ici le plus grand des underdogs, avec peu d'alliés restants à qui se tourner. S'il survit à cet épisode, ce sera un miracle, et s'il ne le fait pas, disons simplement que nous ne serions pas surpris. Wild Valley continue de délivrer un drame enflammé qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. Lors d'un incident tragique samedi dernier, une école de Minab, dans le sud de l'Iran, a été frappée par un missile, entraînant plus de 160 morts. L'enquête du Pentagone suggère qu'il est probable que les forces américaines soient responsables de l'attaque, bien qu'aucune preuve concluante n'ait encore été présentée. Cet incident s'est produit durant la phase initiale d'une offensive conjointe des forces américaines et israéliennes, chacune ciblant des zones désignées. L'armée enquête sur les raisons pour lesquelles une structure civile a été ciblée et sur les défaillances de renseignements qui ont pu conduire à ce résultat. Les responsables américains ont nié toute cible délibérée de civils, mais la pression diplomatique croissante et l'indignation mondiale ont poussé à un examen international. L'ONU a ouvert une enquête sur d'éventuels crimes de guerre, car attaquer des écoles viole le droit international humanitaire. Voici mon analyse, l'attaque contre l'école en Iran soulève de sérieuses questions quant à la chaîne de commandement et aux défaillances de renseignements au sein des opérations militaires américaines. Si les responsables du Pentagone affirment qu'ils n'ont jamais ciblé de civils, l'histoire nous montre que de tels incidents émergent souvent de la fumée de la guerre ou d'une prise de décision erronée. Les déclarations contradictoires du secrétaire à la défense américain Pete Hegseth, du porte-parole du département d'État Marco Rubio et de la porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Leavitt mettent en lumière un manque de responsabilité et de transparence. Si cela est confirmé, ce serait l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire militaire américaine, un massacre inutile qui remet en cause toutes les revendications de supériorité morale. Le monde observe, et Washington doit répondre de ses actes.